Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neid Balk. En partenariat avec Garçon Magazine, La Dilcra, mais aussi Pink TV. Bonne année à toutes et à tous pour ceux qui ne nous ont pas retrouvés en début d'année, et à celles et ceux qui m'accompagnent ce soir, parce que l'équipe est nouvelle, contrairement à lundi dernier. Tout de suite, Catherine. C'est sa première de l'année. Alors, sa résolution cette année, c'est simplement de faire plusieurs émissions en 2019, parce qu'elle intervient une fois par an, en général. Salut vrai, Catherine. Non. Bonsoir, tu as le micro devant. Comment vas-tu, Catherine? Ça va? Ça va bien, merci. Le thème de ta chronique ce soir? La bonne résolution, effectivement, c'est de venir plus souvent. Ouais. Et ce soir, je vais vous faire une chronique qui s'intitule Jeunisse. Il y en a un petit peu marre des gilets jaunes. Jeunisse, ouais. On va tout savoir avec toi. Éric Garnier en face de toi, bonsoir. Eh bien moi, bonsoir. Et voilà, je suis ravi de retrouver Homo Micro pour la peut-être 13e année. Oui. Mais il y a plus âgé que moi, enfin, dans l'émission, c'est Fabien. Mais ouais. Voilà, je suis un petit genou à côté de lui. Alors, je vais parler d'un roman de Garth Greenwell. Ça, c'est pour frimer un peu, pour rappeler que j'étais prof d'anglais autrefois. Ouais. Et c'est un roman qui s'appelle « Ce qui t'appartient » ouais. chez Rivage. Voilà. À tes côtés, avant de donner la parole à notre ami Fabien, l'autre Éric, pour sa chronique Guédard. Aujourd'hui, il s'agit de... Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Et bien aujourd'hui, on va parler Guédard, on va parler du Caravage. Caravage, on va tout savoir. J'adore aussi tes chroniques, Éric Brulin, et merci d'être là et bonne année encore. Fabien, qui est en face de toi, le petit blond. Alors, est-ce que c'est un vrai blond, un faux blond? C'est pas le plus intéressant. C'est quoi l'idée? C'est que je me foute à poil tout de suite, c'est ça? Non, peut-être en fin d'émission. Merci d'être là. Alors, une chronique qui va intéresser tous celles et ceux qui sont autour de cette table. Surtout celles, en fait, pour une fois, ça change un peu. Alors, j'ai pris un titre de chronique exprès un peu provocateur. Les femmes ne sont pas des hommes. Je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de femmes autour de cette table. Mais en fait, c'est pour défendre, au contraire, la sous-représentation des femmes dans les études cliniques. Ouais. Et du coup, des vraies répercussions et des vrais problèmes chez les femmes aujourd'hui qui sont sous traitement, depuis des décennies, parce que tout ce qui est développé, c'est avec des hommes dans les études, et qu'on passe complètement à côté de la problématique femme. Donc c'était ça dont je voulais vous parler ce soir. Très bonne idée de chronique, et ça va aussi intéresser notre ami Nicolas Rividi dans le plus de l'actu. Mais Nicolas, oui, le thème de ta chronique avant tout. Eh bien, ce soir, alors je ne sais pas si on en a assez de parler des gilets jaunes. Moi, en tout cas, j'en ai marre d'en parler. J'ai fait 2 chroniques sur le sujet. Donc, mais en fait, tu as un micro jaune en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un manque de cohérence, complot judéo-maçonnique, je ne sais quoi. Quelqu'un m'attaque. Non. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose ce soir qui m'est arrivé en backroom. Ah. Étonnant, mais je t'ai pas fouetté. Je t'ai pas non, mais tu n'as pas de reproche à te faire. Ah bon, tu as été exceptionnel ce soir-là. En bac quoi? En backroom. En backroom. Je connais pas. L'émission est filmée par notre ami Daniel pour notre chaîne YouTube. Alors Daniel était à la mairie de Paris vendredi dernier, où il a rencontré celles et ceux qui ont organisé les Gay Games. Il y avait un bilan et vous pouvez d'ailleurs retrouver le reportage sur notre chaîne YouTube. Merci Daniel pour la réalisation de ce reportage. Il nous filme ce soir et dans quelques heures, vous verrez donc la vidéo en ligne. Celle qui nous enregistre, nous maîtrise de l'autre côté de la vitrine s'appelle Isabelle pour la partie son. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous, ça va bien. Alors, 2 sons ce soir et pas rien. C'est ça, 2 sons et pas rien. Donc on écoutera Compromat et Mayra Andrade. Oui. Voilà. Merci de rester avec nous. Homo Micro. Éric Brulin, alors aujourd'hui, on va parler du Caravage. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as fait ce choix? Bien, Brahim, il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. Tout d'abord, parce que le Caravage, c'est quand même l'un des plus grands peintres de l'histoire, donc ça fait déjà une bonne première raison. Ensuite, parce qu'il y a une exposition
qui lui est consacré actuellement, on va en parler. Et enfin, parce que quand on fouille un peu dans sa biographie, on se dit qu'il y a certainement de bonnes raisons d'en parler dans Homo Micro. Ouais. Alors tu nous intrigues un peu, je dirais. Alors, dis-nous, qui est le Caravage ? Alors, on va faire un peu de biographie historique. Le Caravage, c'est un peintre italien. Il est né le 29 septembre 1571 à Milan et il est mort en 1610 également à Porto Ercole. En fait, ça fait de lui un contemporain de Shakespeare pour vous situer à peu près à la période historique, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Alors, son nom de naissance, c'est Michelangelo Merisi. Ensuite, il a pris le nom de Caravaggio. C'est le nom de la petite ville, en fait, à côté de Bergame, dont ses parents sont originaires et où il s'est lui-même réfugié pendant un épisode de peste important à Milan. Et il était là avec plusieurs membres de sa famille et tout du moins ceux qui ont survécu puisque son père est mort pendant cet épisode de peste. Une précision, c'est qu'à l'époque, cette partie de l'Italie actuelle était sous domination espagnole. Alors sur ses parents, on ne connaît pas énormément de choses. On sait que si on devait les comparer à des gens d'aujourd'hui, ils feraient certainement partie de ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Donc pas quelqu'un de forcément très cultivé, pas forcément non plus de pauvre, quelqu'un d'intermédiaire dans la société de l'époque. En 1584, eh bien, la veuve, sa mère, et les 4 survivants repartent à Milan. Et là, Michelangelo va entrer dans un atelier de création artistique, celui d'un peintre qui s'appelle Simone Peterzano, qui est un disciple du Titien. Et donc, au cours de cet apprentissage, Michelangelo Merisi va donc découvrir le travail des plus grands peintres de son époque, qu'ils soient lombards, vénitiens, bolonais. Et puis, il va même découvrir aussi le travail de Léonard de Vinci, qui a séjourné à Milan de 1482 à 1499. Et donc, il va se familiariser avec toutes les techniques picturales de son temps, le dessin, la peinture à l'huile, la fresque. Et puis, il va s'intéresser en particulier aux portraits et aux natures mortes. En 1592, il part s'installer à Rome. Alors à l'époque, Rome, plus encore qu'aujourd'hui, c'est la ville du pape et c'est une ville très dynamique qui est animée par le Concile de Trente et la Réforme catholique. Il y a énormément de chantiers, il y a énormément d'œuvres d'art qui se créent. Il y a un vrai souffle baroque qui souffle sur la ville. Et donc, c'est un lieu d'opportunité, même si les premières années pour lui dans la grande cité sont un peu chaotiques, parfois un peu mal connues aussi dans sa biographie, mais on a le sentiment qu'il y a eu pas mal de bagarres, de duels, de rixes. Et on sait qu'en tout cas, au début, c'était dur. Il a vécu dans le plus grand dénuement. Et le déclencheur en fait, de sa carrière, c'est une chapelle, la chapelle Contarelli, dont la décoration lui a été confiée. Et immédiatement, son travail a époustouflé. Et il a obtenu un succès qui n'a cessé de croître jusque dans les années 1600. Et il a été à ce moment-là soutenu par de prestigieux protecteurs venus de l'Église, des gens très cultivés, des gens très riches, des collectionneurs de haut rang. On sait arracher ses peintures, on sait arracher sa présence. Et puis, il y a eu une période un peu plus difficile après, et notamment à partir de 1606, de très nombreux démêlés avec la justice. On verra un peu plus pourquoi tout à l'heure. Il a blessé mortellement un adversaire en duel. Il a dû se réfugier dans le sud de l'Italie, à Naples, puis en Sicile. Et il est finalement mort en 1610, après que les dernières années de sa carrière lui aient servi à rembourser finalement ses dettes au travers de ses œuvres. Alors, qu'est-ce qui fait son œuvre, que son œuvre aujourd'hui soit vraiment remarquable, Eric ? Alors, c'est un peintre vraiment révolutionnaire pour son époque, parce que dans la peinture du XVIIe siècle, eh bien, il a réintroduit un caractère vraiment naturaliste, avec un réalisme parfois brutal, un emploi assez appuyé d'une technique qui est celle du clair-obscur, qui l'a amené parfois jusqu'aux ténèbres, avec des noirs profonds, des ombres très profondes. Alors, il y a un point intéressant, c'est que, contrairement à beaucoup de peintres, il a connu la célébrité de son vivant et il a été lui-même un influenceur pour les peintres qui l'ont suivi. On parle d'ailleurs du caravagisme, donc c'est une école qui porte son nom, basée sur le travail du clair-obscur, avec un travail fort donc sur les ombres, sur les contrastes, avec des compositions qui sont souvent envahies par l'obscurité, avec seulement une raie de lumière, une lumière portée par l'arrière du tableau, qui vient éclairer quelques personnages qui sont souvent dans des motifs religieux. Alors, cette révolution, elle est aussi et surtout liée au fait qu'il a recours au modèle vivant. C'est-à-dire qu'à cette époque, on aimait bien retravailler des tableaux anciens. Et lui, il s'est dit, moi, je vais reprendre des tableaux vivants et je vais prendre des modèles. Et il faut voir qu'à ce moment, c'est révolutionnaire et c'est même controversé parce que prendre un modèle vivant pour représenter le divin,
eh bien, à l'époque, ça choque beaucoup. Et d'autant plus que les modèles qu'il emploie sont jeunes, qu'il les dépeint souvent nus, dans des positions qui, pour l'époque, sont considérées comme sensuelles. Alors aujourd'hui, c'est pas de la pornographie, hein, mais c'est vu comme sensuel. Et donc, ça commence à jaser autour de lui. Et lui, d'ailleurs, ne supporte plus cette critique. Il s'y oppose de manière parfois violente. Et donc, c'est ce qui mène aussi à ces bagarres, ces duels qui se finissent parfois très mal. On se pose tous la question autour de cette table. Pour quelle raison pense-t-on qu'il est homosexuel ? Alors, est-il homo ou pas ? Eh bien, pour être franc, on ne sait pas vraiment. On n'est pas complètement sûr parce que les documents qu'on a collectés donnent des versions parfois un peu contradictoires. Alors, si on regarde sa peinture, on voit qu'il y a quand même un goût très prononcé pour le corps masculin. Il aime beaucoup les dessiner, il aime beaucoup les peindre. Et puis, il est peint avec une sensualité qui laisserait envisager une homosexualité au moins latente. Je l'ai dit, il peint beaucoup de jeunes hommes dans des postures plutôt homo-érotiques pour certaines. Alors, d'aucuns ont dit que c'était pour plaire à son mentor, qui était un ecclésiaste, le cardinal Del Monte, un nom un peu près de... Enfin, voilà, je ne sais pas si il portait bien son nom ou pas pour s'appeler Del Monte, mais bref. En tout cas, il avait l'air lui-même d'aimer les jeunes garçons, et peut-être que c'est sous son influence que le Caravage les a peints. Et puis, on peut évoquer par exemple le joueur de luth, qui est représenté de manière extrêmement androgyne, avec une lèvre un peu entrouverte, un peu mouillée. Donc on sent qu'il y a quelque chose de sensuel, hein, vraiment, dans ces tableaux. Il y a des biographes qui lui ont prêté des amours féminines, mais là où vraiment il y a un facteur qui sonne à notre oreille, c'est que son principal concurrent de l'époque, était-ce de la jalousie, on ne le sait pas, Baglione l'avait accusé, à l'époque on disait accusé, d'homosexualité. Alors en tout cas, c'est la thèse qui est défendue par Dominique Fernandez, l'écrivain homosexuel qui est bien connu, dans cette biographie romancée qu'il a consacrée au Caravage, qui s'appelle La course à l'abîme. Et puis c'est aussi la thèse que défend Derek Jarman dans le film qui s'appelle Caravaggio. Et Jarman allait jusqu'à considérer le Caravage comme une icône gay de son époque. Alors moi j'ai vraiment envie de me rendre à cette exposition. Tu nous la conseilles et la recommandes vraiment ? Alors oui, je vous la recommande, sachant qu'elle se tient jusqu'au 28 janvier, il ne faut pas perdre de temps. Elle se tient dans le magnifique musée Jacquemart-André, à l'intérieur du musée. Donc ce n'est pas une entrée séparée, mais c'est bien l'entrée du musée. Donc il faut acquitter une entrée de 16 €, c'est assez cher. Donc il faut visiter le musée en même temps, je vous le recommande. L'expo en elle-même, elle retrace le parcours du Caravage. Elle le replace dans son époque. On voit aussi d'autres œuvres de la même époque, ce qui permet de les comparer, de voir son influence, ses différences. Donc ça, c'est un point que je trouve vraiment très intéressant. Il n'y a pas tant d'œuvres du Caravage que ça. Il y en a une dizaine, mais ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. J'ai parlé du joueur de luth. Il y a aussi Ecce Homo ou un Saint François en méditation qui est vraiment superbe. On voit aussi le jeune Saint-Sébastien au bélier qui a servi à illustrer l'affiche de l'exposition. Et sur ce Saint-Sébastien au bélier, eh bien, on voit également cette dimension un peu homo-érotique qu'il a dans la façon de peindre et de dépeindre les jeunes adolescents. Alors oui, si vous êtes à Paris, si vous avez le temps, allez faire un détour par le musée, allez voir cette expo. Elle rencontre un grand succès. On en parlait tout à l'heure avec Daniel, il y a beaucoup de monde. Il faut de la patience pour voir les tableaux, mais ça vaut le coup. J'espère qu'autour de cette table, tout le monde a de la patience. Assez rapide, en une seconde, Fabien, convaincu ? Moi, je pensais qu'on savait, en fait. Mais effectivement, d'abord, personne n'était là à cette époque-là. Et puis, je pense quand même que les tableaux parlent un peu d'eux-mêmes. C'est très, très... Tu disais à l'époque, c'était vécu comme sensuel. Encore aujourd'hui, quand on voit les tableaux du Caravage, ils ont quand même très homo-érotiques, effectivement. Mais avec notre regard d'aujourd'hui, on voit des choses bien plus explicites. Mais pour l'époque, c'était vraiment une façon de montrer le corps qui était très inhabituelle. Je suis sûr que Isabelle se rendra à cette exposition. Oui ou non, Isabelle ? Oui, moi j'aime bien Caravage, que j'avais découvert à Rome, lors d'un voyage de classe en 3e. Voilà, petite anecdote qui intéresse tout le monde. Merci Eric. Alors, la prochaine chronique, tu as déjà une idée un peu ? Eh bien, je ne sais pas encore. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. Merci Eric. Homo Micro. Merci encore. Alors, je suis avec Éric Brulin que vous venez d'entendre. Tout à l'heure, vous écouterez aussi Fabien, Éric Garnier dans quelques instants. Nicolas qui vient de nous dire qu'il a pris 20 kilos, mais il va très vite les perdre parce que c'est un mec qui fait énormément de sport. Et
Catherine qui a quelque chose à nous dire avant de nous laisser écouter Éric Garnier. Oui, avant la rubrique C'est à lire, je voulais vous faire l'annonce du C'est à voir à partir de ce soir et pendant quelques semaines, quelques mois, va se jouer au théâtre de la Contrescarpe Anna Karénine, mais Anna Karénine version lesbienne. Anna tombe amoureuse d'une femme. Ah. Voilà. Rappelle-nous donc le Théâtre de la Contrescarpe, Anna Karénine. Merci Catherine pour cette information. Alors ton roman, Éric. Alors, c'est un roman d'un Américain qui s'appelle Garth Greenwell. Alors Greenwell, ça peut vouloir dire un puits dans lequel on va chercher de l'eau, un puits vert ou Greenwell, il est vraiment vert ou bon, enfin bref, c'est un joli nom. Ça s'appelle Ce qui t'appartient et c'est chez Rivage. Alors, moi j'ai entendu parler de ce livre par un débat à France Culture sur ce livre et suivi d'un article dans Le Monde. Bon, pourquoi a-t-on parlé de ce livre ? Eh bien, parce qu'il y a un bandeau quand on achète le livre, une citation d'Édouard Louis qui a adoré ce livre et qui dit c'est un roman bouleversant, radicalement contemporain. Bon, alors qui dit Édouard Louis dit une atmosphère, un climat, une description de la société assez désespérée, assez glauque. Et c'est le cas. Nous sommes à Sofia, en Bulgarie. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas daté, ça peut être aujourd'hui, ça peut être il y a 15 ans. C'est un peu intemporel, on va dire. Il y a un Américain qui s'est exilé, qui a peut-être voulu s'éloigner de sa famille et qui enseigne à l'université, une université prestigieuse à Sofia. Et tout le long du livre, on va suivre la relation un peu en pointillé, mais quand même sur plusieurs années, entre ce professeur dont on ne connaît pas le nom, puisque le roman c'est « je », tout du long, c'est pas un jeu narcissique, c'est un jeu de narration. Et ce jeune homme s'appelle Mitko. Alors, sur la couverture du livre, que je peux décrire, on voit, elle est assez belle, cette photo, une photo en noir et blanc d'un jeune homme penché vers ses genoux. Il est en train de retirer ses chaussures. Alors, est-ce que c'est un peu l'image de ce prostitué dont on ne sait pas vraiment s'il est homo ? En tout cas, ce qui est assez fort quand même dans ce livre, c'est cette relation quand même un peu mercantile dont le narrateur n'arrive pas à se défaire. Il rompt, il le revoit, comme s'il y avait quelque chose d'un peu irrésistible. Et on va peut-être comprendre que ce qui le touche chez Mitko, c'est peut-être qu'il y voit une forme d'enfant. Il voit l'enfant en lui, l'enfant qui lui fait parfois pitié, alors toujours du désir, mais lui fait parfois pitié, lui rappelle sa propre enfance, car le narrateur a eu beaucoup de mal son homosexualité a eu beaucoup de mal à être acceptée. Il a été rejeté par son père. Et ce Mitko, il a une situation familiale aussi un peu en déshérence, et il fait peine. Et il y a ce mélange de désir et de souvenirs de l'enfance, la sienne, et puis aussi d'un enfant qu'il croise dans le train en Bulgarie, un petit garçon qui a l'air tout heureux, tout bien parti dans la vie, et à travers cet enfant du train, il ne peut s'empêcher de se dire que ce Mitko a certainement pas du tout connu ce genre d'enfance, a eu une enfance difficile et qu'il est dans la continuité de cette enfance en se prostituant. Alors on voit un petit peu, bien sûr, l'univers d'Édouard Louis. Alors ce roman, qui est parfois un petit peu trop écrit, qui pourrait, dont certaines phrases pourraient être, disons, supprimées. En même temps, c'est un roman assez puissant,
qui nous touche, qui ne nous lâche pas, dont je ne vous dirai pas comment il se termine, mais je me souviens qu'à France Culture, alors peut-être parce que j'avais entendu ça et du coup je n'ai pas eu la gorge complètement nouée, mais c'est vrai que les critiques disaient que les dernières pages étaient absolument bouleversantes. Alors je m'attendais à être extrêmement bouleversé et du coup je ne l'ai pas été autant que je l'aurais été si je n'avais pas su. Voilà, donc c'est quand même un roman sombre qui peut-être n'est peut-être pas forcément à lire en pleine traversée de l'hiver. Peut-être attendez le retour du printemps pour lire ce roman. Mais c'est un beau livre qui aurait pu peut-être faire peut-être 50 pages de moins. Mais en même temps, pour bien comprendre qui est ce narrateur et pourquoi il est touché par ce Mitko, il fallait en effet passer par un retour à l'enfance, par une certaine description même de son présent. Et pour terminer, il est quand même tiraillé. Il y a aussi cette notion de culpabilité entre un amant qu'il a rencontré, un Portugais dont il est amoureux, et ce Mitko qui revient régulièrement, qui est malade, auquel il n'arrive pas à résister. Et c'est assez déchirant. Voilà, ça s'appelle « Ce qui t'appartient ». Alors, voilà, l'explication du titre, je ne sais pas. Je serais incapable de vous dire ce que signifie le titre. Mais en tout cas, le roman est quand même assez clair, mais assez lourd à supporter. C'est donc qu'il est réussi. Oui. Merci Eric. Alors, l'autre Eric Brulin, est-ce que tu pourrais lire ce roman au printemps ? Vous savez, moi j'ai l'habitude d'emmener sur la plage les livres les plus déprimants qu'ils soient. Ouais. Donc je m'en rends compte une fois que je les lis. Mais alors pourquoi pas sur une lecture de plage En tout pour cas, avoir un contraste. La couverture du livre est très très belle, comme nous disait tout à l'heure Éric Garnier. Fabien, ce livre, tu pourrais... Donc, non, moi je m'étais risqué à poser la même question à Éric Garnier avant les grandes vacances sur un bouquin un peu triste en disant mais est-ce que c'est un bouquin de plage ? Et Éric m'avait dit mais enfin c'est complètement ridicule comme question, on peut lire tout type de livre dans tous les endroits. Donc, je t'avais répondu ça alors que moi-même je ne suis incapable de lire certains livres. Dans certains endroits, il y a des circonstances, des lieux, des moments très précis où je ne peux les lire que là. Comment ai-je pu te répondre une telle bêtise ? Moi, ça m'avait marqué parce que moi, je serais plutôt... ce livre-là, déjà, je ne lis pas énormément, mais ça, pour les vacances au bord de la plage, non, probablement pas. Non. Peut-être Nicolas Rividi. Mais j'ai malheureusement peur que le bien qu'en dise Édouard Louis soit un frein pour moi, mais... Ah Pourquoi pas ? À ce point. Catherine, non ? Tu as un micro rouge devant toi. Non, je lis peu, enfin pas autant que j'aimerais, j'ai pas assez de temps. Et elle lit beaucoup Isabelle, alors pourquoi pas Isabelle, non, ce livre ? Oui, pourquoi pas. J'ai beaucoup de livres en attente en ce moment et j'avoue privilégier en ce moment les autrices. Parce que moi je dis autrice. Ah oui. Voilà. Mais j'espère d'ailleurs un jour que tu nous présenteras un livre. Écoute, Isabelle. on ne sait pas, tout peut arriver, tu sais, au micro. Hein. Effectivement. Merci en tout cas pour nous avoir présenté ce livre, Ce qui t'appartient. Oui, de Garth Greenwell. Merci. Homo Micro. On passe tout à fait à autre chose. Prends garde à toi, une chronique santé avec Fabien. Les femmes ne sont pas des hommes. Alors, Fabien, je crois que tu vas commencer par nous dire quelques mots du VIH, mais ta chronique concerne la plupart des maladies, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est vrai que c'est un titre, je sais qu'il est un peu provocateur mon titre, et en plus on a souvent des discussions ici sur le genre, et moi je crois beaucoup à cette différence de genre entre les hommes et les femmes, et ça vaut parfois quelques discussions assez animées dans cette émission. Là je crois qu'aujourd'hui pour le coup, ça ne fera pas tellement débat, en tout cas j'espère, parce que ce n'est pas l'idée, c'est vraiment de souligner ces différences qu'il y a au niveau médical entre les hommes et les femmes, et je vais vous donner quelques exemples. Et effectivement je vais commencer par le VIH. Juste pour faire quelques rappels, mais l'idée n'est pas du tout de faire une chronique sur le VIH et je vais en sortir assez rapidement. Juste pour faire quelques rappels sur les chiffres du VIH, parce qu'on a une vision ici en France notamment, et dans les pays occidentaux de façon générale, qui est très homosexuel masculin centré.
Et c'est vrai que quand on regarde dans les files d'attente, dans les services hospitaliers en France, les femmes, c'est 20-30% maximum des personnes séropositives. Mais j'aimerais quand même rappeler que sur les 35 millions de personnes séropositives dans le monde, on en a plus de la moitié qui sont des femmes. Aujourd'hui, on enraye à peu près, avec le traitement as prevention, je ne vais pas revenir là-dessus, et la PrEP, à peu près l'épidémie chez les hommes, pas du tout chez les femmes. C'est une catastrophe au niveau mondial, l'épidémie en Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 7000 femmes supplémentaires toutes les semaines qui sont contaminées par le VIH, et ces femmes ont moins de 25 ans. Ça, c'est à l'échelle du monde. Et si vous regardez l'Afrique, on a 3/4 des nouvelles contaminations par le VIH, donc 3 sur 4 nouvelles personnes contaminées, c'est une femme qui a moins de 20 ans. Tout ça dans un contexte évidemment de violence faite aux femmes. On a 1/3 des femmes dans le monde qui auront à subir une violence sexuelle voilà. Donc forcément des rapports où elles peuvent pas négocier le préservatif. Ouais. Le rapport est traumatique. Donc, il y a plus de risques de contamination par le VIH. Et puis, juste sur un plan, on va dire, anatomique, il est assez compréhensible de se dire que la femme est beaucoup plus à risque que l'homme. La femme est globalement 5 fois plus à risque que l'homme d'être contaminée au cours d'un rapport sexuel. Pourquoi ? Parce que la quantité de sperme qui va arriver dans le corps de la femme au moment de l'éjaculation de l'homme s'il est contaminé, et donc la quantité de virus, si l'homme est contaminé, est bien supérieure à la quantité de sécrétion vaginale qui va rentrer dans le pénis si c'est la femme qui est contaminée. Donc en fait, les femmes sont vraiment hyper à risque, et notamment si elles sont jeunes, si elles sont violées, si elles sont en période de menstruation, s'il y a une grossesse. Tout ça, c'est des facteurs de risque supplémentaires, et on augmente encore. On est bien au-delà de 5 fois plus de risque que les hommes. Alors après, quand tu me disais les différences anatomiques entre les hommes et les femmes, ça va bien au-delà du VIH. Et j'aimerais sortir un peu du VIH pour faire une chronique qui soit beaucoup plus large. Il faut comprendre que la distribution d'un médicament dans le corps, elle va dépendre de différents paramètres. Avant tout, le poids de la personne. Plus il y a de tissus, plus le corps est grand, plus il va falloir du médicament. Et toutes les études sont faites chez des hommes. Quasiment exclusivement, parce qu'on se dit la femme elle peut tomber enceinte, ça va nous compliquer l'histoire et tout, on la prend pas. Donc on a toutes les posologies des médicaments sont faites sur une corpulence masculine. Je vous rappelle qu'en France, une femme fait à peu près 1m62 pour 62 kg, l'homme fait 1m75 pour 77 kg, donc on a plus de 10 kg de plus. Et évidemment, les études ne sont pas faites en France, mais aux États-Unis, et là les hommes font 88 kg. Donc il y a 30% de plus de masse entre les hommes chez qui on va évaluer les médicaments et chez les femmes, par rapport aux femmes. Donc évidemment que les médicaments ne sont pas du tout évalués et considérés de la bonne façon chez les femmes qui sont surexposées avec des médicaments qui sont trop dosés. L'autre problème qui va se poser, c'est que la distribution d'un médicament, elle va être différente en fonction du tissu, s'il est tissu musculaire, tissu graisseux. Le médicament, il va avoir une affinité pour un certain type de tissu. Et les femmes et les hommes, on n'est pas pareil. La masse musculaire est plus importante chez les hommes. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas, autour de cette table, il faudrait qu'on fasse un test sur la masse musculaire. Mais il y a une vraie différence anatomique, morphologique entre les hommes et les femmes qui font que les médicaments sont très mal évalués de façon générale chez les femmes. Juste pour vous donner un exemple, il y avait une étude qui avait été faite à la fin des années 90 et s'était rendu compte qu'aux États-Unis, 9 médicaments sur 10 qui étaient retirés du marché présentaient davantage d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi ? Très probablement pour des raisons anatomiques. Alors sur le plan médical, pourquoi les différences anatomiques entre les hommes et les femmes sont si importantes ? Alors ça, on vient d'y répondre, donc c'est la question d'après, Brahim. Tu vas bien ? Et les autres différences. Et les autres différences, mon pauvre Brahim, je t'embête. Merci Fabien, à bientôt. Non, les autres différences, parce que là, je vous ai parlé de choses qui sont le poids, la quantité de masse musculaire, la quantité de masse grasse. Mais on est très différents pour plein d'autres raisons, et notamment l'imprégnation hormonale, le type d'hormones qu'on sécrète. Donc tout fonctionne différemment. Le foie fonctionne différemment. Le foie dégrade un peu plus vite les médicaments chez une femme que chez un homme, de façon générale. Et encore, il faut voir de quoi on parle dans le foie. Mais en tout cas, ça a des répercussions très concrètes, puisqu'on sait qu'en réanimation, par exemple, les médicaments qui permettent d'éviter les douleurs en post-réanimation ou les nausées sont sous-dosées chez la femme. Il faut en mettre plus, sinon elles ont mal. Et ça, on ne le sait pas toujours. Donc il y a des vraies différences. La vitesse du tube digestif pour éliminer les médicaments n'est pas la même. Les récepteurs aux médicaments ne sont pas exactement les mêmes. Donc on a des différences qui sont largement sous-étudiées.
Et la grossesse, je dois te poser la question ou pas? Alors, Parce que j'ai fait exprès de ne pas l'aborder tout de suite, la grossesse, parce qu'on a tendance à se dire, bon, en fait, une femme, c'est un homme qui peut porter des enfants, quoi. Non, pas tout à fait. Ouais. C'est quand même très différent de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu d'abord beaucoup développer les premières parties de cette petite chronique. Et puis, la grossesse, je vais développer plus que la grossesse. Ça veut dire qu'il y a toute la prise en charge quand on a des hormones contraceptives, avec là aussi une imprégnation hormonale qui va être différente. La grossesse, ça va être évidemment quelque chose à prendre en considération parce que le volume, on parlait tout à l'heure du volume, on appelle ça volume de distribution, le volume de la femme va changer. Donc la quantité de médicaments, il faut l'adapter à ça parce que sinon, pour le coup, on risque d'être sous-dosé. Et puis en plus, la quantité de masse grasse, etc., va évoluer. On va avoir beaucoup d'eau. Une femme enceinte va porter, il y a tout le liquide amniotique, il y a toutes les... Donc il y a un vrai changement chez les femmes pendant la grossesse. Et puis évidemment, il va falloir prendre en considération l'éventuelle toxicité des médicaments chez l'enfant. Ça, c'est pas trop mal fait. Et encore, j'ai tort de vous dire ça. Les médecins ne reportent pas assez souvent les grossesses, les résultats des grossesses. Et du coup, on a beau avoir des médicaments sur le marché depuis des années. Souvent, on a une connaissance assez pauvre, simplement parce que les médecins ne le signalent pas. Et maintenant, je vous ferai remarquer que les patients peuvent signaler aussi. Donc là, vous tous et toutes, si vous avez des effets secondaires, vous pouvez vous-même signaler votre effet secondaire sur Internet. Et puis, il y a l'après-grossesse également, puisqu'on prend aussi des traitements hormonaux même en post-ménopause. Pardon, j'étais sur la ménopause. Donc voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien au-delà de la grossesse. Et même en dehors de la grossesse, il y a des différences majeures. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour les femmes qui nous écoutent ce soir? Alors, j'ai fait vraiment un petit condensé. Déjà, j'ai pris pas mal de temps. Il y a un article sur le sujet qui va sortir dans Remède. Donc, on pourra mettre le lien ou vous communiquer le lien Internet si ça vous intéresse, où je reprends toutes ces données-là et où je les développe évidemment beaucoup par rapport à ce que j'ai pu faire ce soir. Mon conseil, c'est juste de dire à toutes les femmes qui nous écoutent, si vous prenez un traitement quel qu'il soit et que vous le tolérez pas très bien, c'est pas très surprenant. Parce que souvent, il n'est pas vraiment étudié chez les femmes. Et donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. N'hésitez pas à revoir la posologie du médicament et à en rediscuter. Les médecins généralistes, les médecins de façon générale, ne sont pas très, très formés à ça. Et ils ont tendance à donner les mêmes médicaments et les mêmes posologies aux hommes qu'aux femmes. Il y a certains médicaments qu'on peut adapter, pas tous, mais il y en a pour lesquels on peut faire une adaptation. Et ça vaut vraiment la peine d'en parler, y compris si vous avez ensuite un projet de grossesse, d'hormones contraceptives, de traitement post-ménopause. Tout ça, ça va modifier votre rapport aux médicaments. Et voilà, je pense qu'on n'en parle pas assez de façon générale et que les femmes ne tapent pas assez du poing sur la table. Une fois de plus, je suis désolé de dire ça parce que les pauvres, on leur demande de taper sur tellement de choses par rapport à la prise en charge de leur propre corps en médecine. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire évoluer justement cette situation? Parce que alors, on y travaille beaucoup. Moi, vous savez que je travaille dans un laboratoire. On a fait des réunions très récemment à ce sujet. On aimerait faire tomber déjà cette espèce de faux blocage de la femme enceinte qui fait qu'il n'y a pas de femme dans les essais, en disant, au contraire, s'il y a une femme qui tombe enceinte pendant un essai, elle va être suivie encore plus près. On va regarder comment ça évolue. Ça va permettre de générer des données. Ça ne devrait pas être un critère d'exclusion de la femme de façon générale. Et puis, inciter les médecins, partout, quand il y a des essais, à inclure davantage de femmes. Ils n'ont pas le réflexe. Et même s'ils voient des femmes, ils ont tendance à proposer leurs études plutôt à des hommes. Donc déjà pour avoir une meilleure connaissance au moment où le médicament est mis sur le marché. Merci docteur. Merci à vous. À très vite. Homo Micro. Et sans tarder, c'est urgent, on écoute tout de suite. Et là, le doc, il va falloir qu'il intervienne à un moment donné en fin d'émission. Notre ami Fabien. Au secours, Catherine à la jaunisse. Et oui, Brahim, je veux exprimer ce soir une forme de ras-le-bol qui, je le pense, est partagée par une majorité silencieuse. Si la société est déchirée, la souffrance sociale réelle, parfois profonde pour certains foyers, les débordements de toutes les manifestations chaque week-end sont inacceptables. Gilets jaunes, acte 9, puis acte 10 ce week-end certainement. Depuis le 17 novembre, chaque samedi est jour de manifestation à Paris et en province, comme un rendez-vous fixé chaque week-end. Tout commence à fin octobre par une pétition en ligne et une vidéo d'anonymes réclamant l'annulation de l'augmentation de la taxe carburant destinée à financer la transition énergétique pour le climat. Le gouvernement va céder à cette revendication moins de 3 semaines plus tard. Mais le mouvement ne cesse pas et a désormais des revendications sociales, fiscales, voire économiques et démocratiques. Je veux souligner 2 choses. Tout d'abord, le phénomène initial qui est une première dans l'histoire française. Jamais un mouvement citoyen a ainsi touché toute la France intégralement. Pas une préfecture ne compte pas un rassemblement ou un rond-point bloqué.
L'ancrage est profond et populaire. Ensuite, le soutien des Français au mouvement, dès le début, mais il faut noter que ce soutien s'essouffle considérablement. Je comprends et je soutiens complètement l'infirmière payée à l'acte qui fait des longues tournées quotidiennes, des dizaines voire des centaines de kilomètres, qui ne s'en sort pas à la fin du mois et qui ne peut pas accepter une nouvelle augmentation des taxes sur le carburant. Je comprends la mère isolée, je comprends le petit commerçant qui travaille 70 heures par semaine pour un salaire de misère. Mais le spectacle livré chaque week-end est loin de tout cela. Si les maux sont réels, les remèdes sont mauvais. Les dégradations de biens publics, le lynchage de forces de l'ordre, de journalistes, envahir un ministère, les Macron démissions, des permanences et habitations privées de députés vandalisés sont insupportables. C'est la République qui est attaquée, notre système démocratique. Il y a 4 ans, la France était sous le choc. Attentats à Charlie Hebdo, le Bataclan, l'hypercacher. Souvenons-nous les hommages et reconnaissances au GIGN, au RAID, à nos forces de l'ordre plus généralement. Presque 4 ans après, jour pour jour, nos CRS se font lyncher, boxer. Rien, aucune colère n'autorise cela. Je suis choquée et révoltée de voir ma ville, Paris, l'Arc de Triomphe, souillée, taguée, saccagée. Quelle honte, quel manque de respect à travers ce lieu à notre histoire, à nos soldats, aux morts pour la France. D'un mal-être social, on est passé au grand n'importe quoi. Des manifestations non déclarées en préfecture, des débordements racistes, antisémites, homophobes, une cagnotte pour soutenir quelqu'un qui a tabassé un CRS au sol, le plaisir de casser pour casser, des pillages, des théories complotistes niant l'attentat de Strasbourg ou encore l'explosion par fuite de gaz ce week-end dans le 9e arrondissement de Paris. Enfin, j'en viens aux revendications démocratiques. Macron démission, dictature, le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, serait rendre le pouvoir au peuple et la solution à la crise de confiance que traverse notre pays. Le RIC est un danger pour les libertés fondamentales individuelles ou des minorités comme les nôtres, personnes LGBTI. Mais les Gilets jaunes ont-ils oublié qu'ils ont la chance de vivre dans une république démocratique ? Ont-ils déjà mis un pied dans un pays en dictature ? Emmanuel Macron a été élu. Certes, pas très bien élu mathématiquement. J'avais d'ailleurs consacré une partie d'une chronique sur la part du vote blanc et de l'abstention de la dernière présidentielle. Mais il a été élu. Choisi par les urnes, sur un programme qu'il s'efforce d'appliquer. Les mêmes qui demandent sa démission ont-ils seulement été votés à la dernière présidentielle ? Et après Macron, on a quoi si réellement il démissionnait ? La droite ne comprend plus rien aux Français depuis des années et est mal représentée par un Laurent Wauquiez. Le Parti socialiste est exsangue. Ils veulent quoi ? Les extrêmes au pouvoir ? Le Front National, la France insoumise qui les manipule, peut-être. Ils sont leur soutien de la première heure. Être soutenu par les extrêmes, c'est jamais bon signe. Politiquement, l'issue est difficile. Le président de la République a cristallisé une détestation sur sa personne, comme Nicolas Sarkozy par le passé. Il a généré de la déception, alors qu'il a promis l'espoir durant sa campagne. Le président a dit avoir entendu la grogne, la colère, les attentes, a fait quelques annonces pour le pouvoir d'achat et est revenu sur les déclarations plus maladroites, les petites phrases, s'en est même excusé. Enfin, il lance ce grand débat national à compter de demain, après avoir dessiné les contours dans sa lettre aux Français. Les Gilets jaunes veulent plus de démocratie. Très bien, le débat est ouvert. Il faut le laisser avoir lieu et on verra ce qu'il en sort. Même si au fond, je ne suis pas certaine que ces Gilets jaunes y participeront. Ces gens veulent l'insurrection, le zéro cadre, le zéro règle. Mais une chose est sûre, ce bordel géant, voulu, doit cesser et vite. L'économie en souffre, nos commerçants ne peuvent plus travailler, ils ont déjà raté la période de Noël, ils ne peuvent pas, en plus, aussi rater les soldes. Alors si les Gilets jaunes portent des revendications politiques, qu'ils s'organisent en parti, qu'ils viennent se confronter aux 44 millions de Français dans les urnes, qu'ils convainquent, qu'ils fassent campagne, ils verront si c'est si simple. Qu'ils reçoivent mandat et surtout légitimité. On ne représente pas le peuple à 85 000 personnes dans les rues sur 67 millions de Français. Merci Catherine. Donc on peut aussi passer le message et dire aux Gilets jaunes, laissons faire le débat, puisqu'il y a un débat qui démarre dès demain, avant de continuer un peu tous ces mouvements, un peu le week-end qui se passe depuis maintenant, comme tu disais, 9 semaines. Laissons faire le débat. C'est aussi ça, la démocratie. Merci pour ce message, Catherine. Homo Micro. Et pour les Gilets jaunes qui s'ennuient, qui s'embêtent un peu, on peut leur demander, écoutez, vous pouvez aller en backroom, n'est-ce pas Nicolas ? Bien sûr, oui. Ils vont pas être déçus du voyage.
Alors, il y a quelques semaines, cédant à l'absolue nécessité de nous dévergonder un peu, nous rejoignîmes, mon compagnon et moi-même, une boîte à backroom parisienne. Alors, peu après l'heure indue qui marquait le début des réjouissances, et lassé par le spectacle incongru de 4 stripteaseurs sobrement habillés de bandelettes roses fluo qui suivaient tant bien que mal leur déhanchement, je suggérais de rejoindre le sous-sol du club. Comme Orphée, je descends un escalier qui offre à sa sortie le choix entre un labyrinthe de couloirs sombres et une piste de danse saturée de fumigène bon marché. Avez-vous remarqué que les lieux où l'on baise sont soit derrière, soit dessous, jamais devant, ni en surface? La protection offerte par la dissimulation n'est que relative, il est, vous allez le voir, difficile quelquefois de s'échapper des enfers. La musique techno m'enveloppe et me berce, les quelques verres déjà consommés commencent à me dissoudre. Je traverse la piste brumeuse avant de rejoindre un couloir fortement éclairé, bordé de petites cabines exiguës. Les portes ouvertes de certaines d'entre elles exposent des garçons qui essayent d'attirer le chaland en se masturbant, ou d'autres plus chanceux qui sont déjà perdus dans des bras étrangers, la bouche ou les fesses pleines du corps des autres. Je me promène comme Tom Cruise dans le château écossais de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Le travelling visuel est servi par les gémissements contenus des garçons qui jouissent. Le décor est planté, l'ambiance aussi. Le spectacle ne peut laisser indifférent, et n'étant pas d'un naturel tout à fait spectateur, je décide d'explorer, le pantalon déjà ouvert, le labyrinthe que j'avais laissé de côté à mon arrivée. Ici, point de pièce sur les yeux pour payer le passeur. L'obscurité suffit à effacer l'âme. Les garçons ne sont plus que des corps, rarement sublimes, c'est l'univers de l'imperfection, donc de l'homme normal, standard, dans ce qu'il a de plus chiant mais aussi de plus rassurant. Dans le territoire de l'ombre, il n'y a plus d'incongruité physique, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de honte. Le temps s'arrête aussi. Ne demeurent que les odeurs, quelques formes floues, le brouhaha lancinant du plaisir, les mains qui testent la marchandise et un insatiable appétit. Je me lance dans le labyrinthe obscur. Je n'ai pas fait quelques pas déjà qu'un garçon porte sa main sur mon entrejambe, puis déçu sans doute, la retire aussitôt. Peu importe, un autre prend le relais, il s'attarde plus et finit de me mettre à l'air, ce qui pouvait encore l'être. Pendant que l'inconnu me branle, mes yeux qui s'habituent lentement à l'obscurité détaillent les ombres. Certaines me plaisent, j'ai confiance en moi, je suis plutôt bien foutu, je suis convaincu de ne pas être trollé, je sais que même dans le quasi-noir, j'ai des arguments à faire valoir. Je me libère de la main qui m'étreint et poursuis mon exploration parmi les silhouettes mouvantes. Je repère un garçon assis sur un rebord du mur. La lumière de l'indicateur de sortie de secours l'éclaire un peu. Il me plaît. Il y a un garçon à genoux devant lui qui le suce. Je m'approche, il me fait signe de prendre la suite. Je me penche, l'autre s'en va. Je m'occupe avec application de mon amant passager, il semble apprécier. Alors que le garçon me caresse la tête, je sens une main qui, elle, me caresse les fesses et qui semble avoir des plans bien trop définis. Comme on chasse une mouche, je lance mon bras en arrière à la rencontre de la main de l'impétrant et la décale suffisamment pour qu'il comprenne qu'il n'aura pas mon cul cette fois-ci. Quelques secondes plus tard, pourtant, voilà que je sens à nouveau les doigts potelés parcourir à nouveau mon derrière. Je dégage à nouveau la main baladeuse, mais encore une fois, les doigts tentent de s'aventurer là d'où je les ai exclus. Je sens sur mes épaules nues le souffle du mal en rut qui est paisiblement en train de perdre toute notion de consentement. Dans son souffle, j'entends un salace « Allez, vas-y, petite pute ». Je ne dis rien, j'ai une bite dans la bouche, je ne peux rien dire. Je me dis qu'il va se lasser. Et puis ce ne sont plus ses doigts que je sens entre mes fesses, ou alors ils ont rapidement pris du volume. Le mec plaque sa bite contre moi, je suis projeté contre l'amant. Je sens les coups de bélier infructueux contre moi, il ne peut pas entrer, je l'en empêche. Son membre réfléchit pour lui, ce mec pue. C'est pas olfactif, son attitude pue. Je lui ai signifié que je ne voulais pas, pourquoi continue-t-il? Je me relève dans la pénombre, je contracte mon bras gauche, profitant de l'effet de fronde lié à mon retournement subit. Je lui décoche une mandale dans les côtes. Il recule subitement. Il peste. Cet abruti ne comprend même pas pourquoi il vient de s'en prendre une. Tout ça se passe en une fraction de seconde, mais dans ma tête, le temps s'est ralenti à l'infini, me privant l'espace d'un instant de tout échappatoire. Je retourne zoner parmi les ombres. Ainsi donc, parce que j'étais un garçon, les fesses à l'air, à quatre pattes, en train de sucer un autre garçon, j'étais devenu accessible de façon automatique. J'étais forcément d'accord avec l'idée de me faire sauter par le premier venu. Allez, vas-y, petite pute. Dans un souffle comme une lassitude, voilà ce qu'il m'avait dit, en croyant s'acquitter. Il était sans doute convaincu que je l'avais un peu cherché. Que pouvais bien-je faire dans une boîte à cul sinon? Manque de peau pour ces côtes flottantes, cette nuit-là, je me suis pas laissé emmerder. Mais aurais-je réagi de la même façon un autre jour, dans d'autres circonstances? Personne n'est à l'abri d'être une proie résignée. Nous devons prendre conscience de ce qui nous menace. Passer sous la surface n'inverse pas le sens des mots. Dans la rue, non, c'est non. En soirée, non, c'est non. Dans le lit et en couple, non, c'est non. Et même dans les backrooms.
Non, ça reste toujours non. La présomption de consentement, ça n'existe pas. Le fait d'être dans un lieu où des gens baisent ne justifie en rien que l'on soit contraint de le faire soi-même. J'en parle ce soir pour moi et pour les autres. J'en parle parce que je refuse qu'un jour on me dérobe. J'en parle pour ne pas rejoindre malgré moi, à la faveur de la brume, la trop longue marche des enfants du silence. Merci, bravo pour cette chronique, Nicolas. J'ai un SMS de Christophe Castaner qui dit dans quel backroom ça s'est passé. La Bravo, même que hein. celle où j'ai croisé Laurent Wauquiez. Ah ouais. Il ne nous donnera pas de nom. Bravo, c'est une bonne C'était presse, superbe, finalement. Ouais. très très bien écrit. Et c'est Ouais. marrant, ça évoque toujours ce qu'on entend parfois de dire oui, mais vous l'avez bien cherché, oui, mais vous l'avez aguiché, pour les femmes comme pour les garçons d'ailleurs. Ouais. Et C'est- sous c'est prétexte vraiment qu'il y a du eu vécu. qu'on est Enfin, aguiché. t'as vraiment Ah oui, vécu oui, ça, oui, ou- c'est- Où tu t'es laissé emporter par ton talent littéraire et tu Non, en as mis un. tout ce qui c'est la façon dont c'est rédigé est forcément romancé, Oui. mais les faits en Ouais. eux-mêmes, Ouais. ils se sont vraiment produits de cette façon-là, quoi. Ouais. Merci. En tout cas, donc c'est bien terminé. Donc finalement, on a bien fait de te garder pour la fin. Est-ce que Catherine et Isabelle, on pourra aller dans cette backroom la semaine prochaine? Non, tiens, c'était la question conne. Je pour laisse finir Catherine l'émission. répondre, hein, Tout s'était vas-y, super bien vas-y, passé. débrouille-toi. Il faut aller voir Anna Karénine, c'est ça. Ouais. C'est de qui L'adaptation, ouais. Non, mais l'auteur, c'est Tolstoï, non? Ou c'est... L'original Catherine, oui. Donc, oui, c'est qui? C'est le prof de français qui demande. Ben, non, je suis pas prof de russe. Mais c'est Tolstoï, Ouais, je non, sais Anna pas. Karénine Pour ou- moi, c'est Tolstoï, oui. Ouais. Donc, je voulais revenir sur, Je sais sur pas. la chronique de Nicolas. Nicolas, Merci oui. pour ce témoignage quelque part courageux. Ouais. Et plus largement, tu parles du consentement. Ce qui s'est passé, c'est une forme de violence. Et je crois que ça ouvre le débat aussi sur la violence plus largement. Il y a eu... On en a parlé récemment avec toute cette pétition, Ouais, cette tout à marche. fait. Je voulais ouvrir sur les violences faites aux femmes et aussi sur les couples lesbiens, parce que les violences conjugales, souvent on oppose homme-femme avec l'homme qui bat sa femme. La violence, elle existe aussi dans nos couples, couples homo, couples lesbiens, et il faut en parler, il faut le dénoncer de la même manière. Merci pour cette conclusion, Catherine. L'émission est finie pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné ce soir, Éric Brulin, Éric Garnier, Fabien, Catherine, Merci, que vous venez Brahim. d'entendre. Merci à Nicolas, merci à Isabelle pour la partie son et merci aussi à Daniel pour la partie image sur YouTube quand vous voulez. On vous embrasse très fort pour cette deuxième émission de l'année qui a été donc une réussite. À très vite. Ciao. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neidbalk.